Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de ce soir, dont le titre est Le conflit Russie-Ukraine, savoir pour comprendre. Notre invité est Monsieur Hervé Chesville, qui connaît cette région et qui va nous aider à décortiquer la situation de guerre qu'il y a aujourd'hui entre les deux pays. Hervé Chesville, bonjour. Bonjour. Bien, effectivement, je vais aujourd'hui vous laisser parler parce que vous êtes notre expert du jour, expert au sens noble. Hein. Vous allez nous parler de l'historique, comme vous pensez la connaître, hein, de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, sa voisine de l'Ouest. Bien, je vous passe la parole et je vous laisse développer. Merci. En fait, on est en situation de guerre aujourd'hui, il faut le dire. Et quelles sont les origines et les causes de cette guerre? Merci. Alors tout d'abord, je suis loin d'être un spécialiste, comme vous l'avez laissé entendre. Je crois que je connais davantage la région des Grands Lacs que les vastes plaines de l'Ukraine. Malgré tout, je me suis beaucoup intéressé à cette question et j'ai eu l'occasion de me rendre en Russie une fois. Et l'hiver précédent, je suis allé dans le Caucase, peu après la fin du conflit qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Je me suis rendu en Artsakh, c'est-à-dire au Haut-Karabakh. Donc, j'ai une modeste expérience de l'ex-Union soviétique. Ceci étant dit, vous avez tout à fait raison, nous sommes en guerre, l'Europe est en guerre, une guerre pour l'instant limitée au territoire de l'Ukraine. Malgré tout, en tant qu'Européen, je me sens concerné, nous nous sentons concernés. L'Ukraine est à 2 heures d'avion, peut-être, d'ici. Et j'ai tout naturellement une pensée pour ces populations qui vivent, d'après les images qu'on peut voir à la télévision, dans la terreur des bombardements, qui passent des heures ou des nuits dans les galeries de métro ou dans les caves pour s'abriter des bombardements, des missiles. Vladimir Poutine se trompe de siècle. Nous ne sommes plus à l'époque où, au XXe siècle, un Hitler, un Mussolini, un Staline pouvaient revendiquer des territoires, les annexer par la force, mettre la communauté internationale devant des faits accomplis et soumettre des populations qui n'avaient pas leur mot à dire. Depuis cette triste époque, les Nations Unies ont été créées avec leurs réussites, leurs échecs. Malgré tout, les Nations Unies sont un cadre qui a été défini par les États membres pour éviter que ce genre de situation puisse se produire et que pour éviter qu'un conflit puisse dégénérer. Alors certains analystes que tu entends à la télévision ou à la radio prétendent que l'Europe n'a pas connu de conflit armé depuis 1945, c'est faux. Il y a eu les conflits qui ont suivi l'éclatement de la Yougoslavie et qui ont ensanglanté l'ex-Yougoslavie et les pays qui ont émergé de cette ancienne fédération, à savoir la Croatie et la Serbie, puis la Bosnie, puis le Kosovo. Donc, ce n'est pas la première fois depuis 1945 qu'un conflit ouvert se déroule en Europe, malheureusement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction,
En décembre 2020, j'ai eu l'occasion de me rendre dans le Caucase, en Arménie, puis en Artsakh. Et pour aller en Artsakh, j'ai dû montrer patte blanche au barrage établi par l'armée russe sur la route qui relie l'Arménie à l'Artsakh, au Haut-Karabakh. Et c'était à peu près un mois après le cessez-le-feu de novembre 2020. Et pendant mon séjour, je me suis rendu compte que le déploiement de l'armée russe en Artsakh avait permis de sauver le peuple de l'Artsakh. Si l'armée russe n'était pas intervenue au mois de novembre 2020, il n'y aurait plus d'Artsakh du tout. Et la population de ce territoire n'aurait eu qu'un choix épouvantable entre la valise et le cercueil. Fort heureusement, l'armée russe est intervenue en Artsakh, a imposé la fin des hostilités et a permis au peuple de l'Artsakh de rester au moins sur une partie de sa terre, puisque une partie de l'Artsakh est aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan et que plus d'un seul artsakiote ne vit dans ces zones occupées par l'Azerbaïdjan, alors que ce peuple artsakiote vivait sur ces terres depuis au moins 2500 ans. Donc, je ne peux que rendre hommage au travail accompli par l'armée russe. Et c'est cette même armée russe qui, aujourd'hui, envahit l'Ukraine, un territoire beaucoup plus vaste que l'Artsakh, puisque l'Ukraine, c'est le plus grand pays d'Europe après la Russie. C'est plus vaste que la France. Et c'est un territoire de plus de 40 millions d'habitants. Alors, en 2014, Vladimir Poutine avait déjà annexé la péninsule de Crimée, qui est située au nord de la mer Noire et qui sépare la mer Noire de la mer d'Azov. À l'époque, j'avais écrit un article que j'avais posté sur mon site chezeville.net, dans lequel j'essayais d'expliquer. Parce que naturellement, la communauté internationale, à l'époque, s'était indignée du fait que Poutine ait placé la communauté internationale devant un fait accompli en annexant l'Ukraine, en annexant, pardon, la Crimée, qui faisait partie de l'Ukraine. Alors, dans cet article, j'ai essayé d'expliquer que la Crimée, historiquement parlant, est russe et que ce sont les bureaucrates de l'Union soviétique qui, pour des raisons qui étaient les leurs, avaient décidé de déplacer la frontière afin de placer la Crimée en Ukraine. C'était l'époque où l'Union soviétique était dirigée par Nikolaï Khrouchtchev, lui-même d'origine ukrainienne. Alors, à l'époque, ce changement n'a eu que peu d'incidence sur la vie du peuple de Crimée ou sur la vie du peuple russe ou du peuple ukrainien, puisque tout cela ne formait qu'un seul vaste ensemble, l'Union soviétique. Ça a eu une incidence sur les populations concernées au moment où l'Union soviétique a disparu. Parce que la Crimée, historiquement russe, comme je l'ai dit, s'est retrouvée appartenir à la République d'Ukraine nouvellement indépendante. La population de la Crimée est pour sa plus grande majorité russophone et elle se retrouvait appartenir donc à un ensemble, l'Ukraine, qui a adopté la langue ukrainienne comme langue officielle. Et puis la Crimée, comme beaucoup d'îles, enfin c'est pas vraiment une île, c'est une presqu'île, mais c'est quasiment une île, comme beaucoup d'îles, a un sentiment, un particularisme évident, et ils ont eu du mal à accepter la domination d'un régime basé à Kiev, alors que leur regard était traditionnellement tourné vers Moscou.
Je rappelle que la Crimée c'était un peu la côte d'Azur de l'Union soviétique et avant cela de l'Empire tsariste, et que les aristocrates de l'époque du tsar ou comment dirais-je, les, euh, les hauts fonctionnaires, les apparatchiks, voilà le terme que je cherchais, les apparatchiks de l'Union soviétique venaient y passer leurs vacances au bord de la mer Noire. C'est un climat presque méditerranéen, la Crimée. Alors, peut-on annexer par la force un territoire? Certainement pas. Poutine avait déjà commis un précédent là qui était inacceptable et qui a été jugé inacceptable par la communauté internationale. Ensuite, s'est greffé d'autres problèmes tels que la minorité russophone d'Ukraine. Je parlais des frontières dessinées par les apparatchiks soviétiques. Il en va de même pour l'Ukraine. L'Ukraine a une longue histoire, mais qui est indissociable de la Russie. Et les frontières actuelles de l'Ukraine sont loin de correspondre aux frontières que l'on pourrait qualifier d'historiques de l'Ukraine, si tant est qu'elle n'ait jamais eu de frontières réellement stables. L'Ukraine a été une entité aux frontières assez mouvantes au fil des siècles, au fil de la montée en puissance du royaume de Kiev, mais aussi de la seigneurie de Moscou, qui ensuite est devenue un empire, du royaume de Pologne et de Lituanie. Et ce territoire s'est retrouvé déchiré entre des voisins plus puissants que lui, et il s'est retrouvé tiraillé entre, d'une part, la Russie à l'est et la Pologne-Lituanie à l'ouest et au nord-ouest. Toujours est-il que depuis des siècles, l'Ukraine faisait partie de l'Empire de Russie. Les deux langues sont relativement proches, et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mot russe est apparu à Kiev, que l'entité, que la nation russe, le berceau de cette nation, c'est Kiev, aussi paradoxal que ça puisse sembler aujourd'hui au vu des événements. Kiev, vous voulez dire la ville de Kiev ou un Oui, territoire donné? La ville de Kiev qui était, on n'appelait pas ça l'Ukraine à l'époque, hein, c'était le royaume de Kiev, qui est donc le berceau historique de la nation russe. Avant que Kiev était l'une des cités qui a donné naissance à la nation russe. C'était une cité beaucoup plus puissante que ne l'était Moscou à l'époque, ou d'autres villes de Russie. D'ailleurs, en 1050, je crois, je dis ça de mémoire, le roi de Kiev, Yaroslav le Sage, a donné sa fille en mariage au roi Henri de France. La France a donc le royaume de France a eu une reine qu'on qualifierait aujourd'hui d'ukrainienne, au XIe siècle. Alors, le problème, c'est donc les frontières. Les frontières parce que l'Ukraine, telle qu'elle est sortie de l'Union soviétique, comprenait une zone à l'est qui était majoritairement russophone et une zone à l'ouest majoritairement ukrainophone. Mais comme je l'ai dit, les deux langues sont proches malgré tout. Ce sont des langues slaves et ce sont des langues cousines. Il faut aussi rappeler l'histoire douloureuse de l'Ukraine. Dans les années 30, il y a eu une famine horrible, une famine causée par la folie de Staline. Staline a voulu imposer à marche forcée
la collectivisation des terres. Il a arraché leurs terres aux petits paysans. Et il a confisqué la production de ces paysans pour les amener au centre et pour ensuite les exporter, pour avoir des devises, pour financer sa politique d'industrialisation. Cette politique insensée a causé des millions de morts. On l'oublie trop souvent. Des millions de morts dans les années 30. Alors que l'Ukraine se remettait tout juste de cette tragédie, le régime de Staline est rentré dans une phase meurtrière qu'on a appelée la phase des grandes purges. Une phase où il fallait à tout prix débusquer des ennemis et où chaque fonctionnaire dans toute l'Union soviétique devait apporter son quota de personnes arrêtées et exécutées. Et cette politique a fait là aussi des centaines de milliers, voire des millions de morts dans toute l'Union soviétique, mais particulièrement en Ukraine. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Les troupes allemandes, les troupes nazies, sont entrées en Union soviétique, venant de Pologne, et pour cela, donc, elles sont rentrées dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Biélorussie. Eh bien, là aussi, on l'oublie souvent, ces troupes nazies ont été accueillies triomphalement, ont été accueillies comme des libérateurs par la population locale, qui voyait dans ces Allemands des libérateurs. Ça montre toute l'horreur du régime de Staline. Hitler étant ce qu'il était, et étant profondément raciste et méprisant profondément les Slaves, Hitler n'a pas su profiter de cet accueil de la part des populations ukrainiennes et il a imposé à son tour un régime de terreur dans les territoires conquis avec à nouveau des exécutions de masse, en particulier les Juifs, mais pas seulement, mais la Shoah par balle, ce qu'on a appelé la Shoah par balle, qui a précédé les chambres à gaz d'Auschwitz. La Shoah par balle, elle a eu lieu essentiellement en Ukraine. C'était là où les militaires allemands pourchassaient les Juifs, brûlaient leurs villages et les exécutaient en masse, par milliers et par milliers, jetant les cadavres dans des fosses. Tout ça, ça a eu lieu en Ukraine. L'essentiel des combats de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulés en Ukraine. La grande bataille de Koursk, la plus grande bataille de blindés de tous les temps, qui s'est soldée par la défaite de l'Allemagne, a eu lieu en Ukraine. L'Ukraine est sortie de la Seconde Guerre mondiale détruite, avec des millions de morts. Donc, c'est tout cela qu'il faut rappeler pour essayer de comprendre la psychologie, si je puis dire, ou l'inconscient collectif des Ukrainiens, qui ont un rapport de amour-haine avec leurs cousins russes. Et il est certain que la politique de Poutine ne peut que contribuer à l'émergence d'un véritable nationalisme ukrainien. Et donc, la Poutine, je pense, a fait une grossière erreur en utilisant la manière forte, puisque les Ukrainiens, en tout cas, peut-être à l'exception des russophones de la région du Donbass, les Ukrainiens se sentent plus ukrainiens que jamais et plus européens que jamais, malgré leur cousinage avec les Russes. Et Monsieur Chasville, tout à l'heure, vous parliez de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. On peut aujourd'hui affirmer que les Américains ont aidé les Français à se libérer des nazis. Et qui a aidé les Ukrainiens à faire partir les Allemands? C'est l'armée rouge de l'Union soviétique. Rappelons que ce n'était qu'un seul pays à l'époque. L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique.
Donc l'armée rouge qui comprenait des Russes, mais aussi des Ukrainiens, mais aussi des Arméniens, des Azerbaïdjanais, que sais-je encore, des Kazakhs. C'était une armée multi-ethnique, l'armée rouge. Tout à fait. À Donc partir l'armée du rouge, moment où ils avaient accueilli triomphalement les nazis oui, et que les Russes avaient contribué à leur libération, je ne vois pas de raison de leur en vouloir. Ce sont des mais cousins alors qui leur ont justement, apporté secours justement, au il bon y a eu des moment. représailles. Il y a eu lors de Des la représailles libération, contre ceux qui étaient collaborateurs des nazis. Des nazis. exactement, exactement. L'armée allemande avait intégré des milliers et des milliers de supplétifs ukrainiens. Il y a eu une fameuse division, je crois la division Azov, elle s'appelait, qui était une division SS, qui a participé à la guerre du côté allemand. Donc, tout ça, ça n'a pas été oublié. Et quand Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'il a en mémoire? Il a en mémoire les histoires que lui ont racontées ses parents. Parce que lui, il n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale. Il est né, je le dis de mémoire, en 1952, je crois. Mais son père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très, très frais dans la mémoire de tous les Russes, cette histoire d'Ukrainiens qui ont combattu du côté allemand. Bon, il y a eu aussi des Russes qui ont combattu du côté allemand, pas seulement des Ukrainiens d'ailleurs. Mais il est vrai là aussi que le régime ukrainien post-indépendance, donc de la République d'Ukraine qui est apparue après l'éclatement de l'Union soviétique, a eu une politique mémorielle ambiguë. Ils n'ont pas hésité à donner le nom d'un des principaux collaborateurs de l'Allemagne, un nationaliste ukrainien. Ils ont donné son nom à une grande avenue de Kiev. L'armée ukrainienne a intégré un bataillon qui utilisait les symboles de cette division Azov dont je parlais tout à l'heure. Donc, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que Poutine a raison, bien sûr, mais il est vrai que du côté ukrainien, il y a eu, par nationalisme, pour créer la nation ukrainienne post-indépendance, ils ont eu des attitudes un peu ambiguës vis-à-vis de ce passé douloureux de la Seconde Guerre mondiale, en réhabilitant des gens qui ont combattu du côté de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que l'histoire de ce pays, de l'Ukraine en fait, est intrinsèquement liée à celle de la Russie, y Mais bien compris sûr, avant bien l'Union sûr. soviétique. Bien sûr, depuis, comme je l'ai dit, depuis le haut Moyen Âge, la Russie et l'Ukraine, c'était la même chose. La même chose. Encore une fois, le berceau de la Russie, c'est Kiev. La première principauté russe émergente au haut Moyen Âge, c'était Kiev. Donc, bon, bien sûr, il y a eu aussi une partie de l'Ukraine qui est tournée vers la Pologne, parce que la Pologne, comme l'Ukraine, a eu des frontières mouvantes. Et qu'avant la Seconde Guerre mondiale, une partie de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, la partie ouest, faisait partie de la Pologne. Et lorsque Staline et Hitler se sont partagés la Pologne en 1939, le tiers est de ce qui était à l'époque la Pologne est devenu soviétique, et donc ukrainien et biélorusse. Et aujourd'hui, ces territoires qui ont fait partie de la Pologne entre la Première et la Seconde Guerre mondiale sont aujourd'hui soit ukrainiens, soit biélorusses. Nos actualités parlent beaucoup d'une grande ville qui s'appelle Lviv. Eh bien, Lviv faisait partie de la Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, l'Ukraine actuelle existe depuis quand de manière autonome comme nation souveraine et indépendante? Depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Il y a eu une tentative lors de la révolution bolchevique. Les nationalistes ukrainiens ont tenté de créer une république d'Ukraine, mais ça a duré quelques mois en 1917 avant d'être intégré à l'Union soviétique. Enfin, ce qui n'était pas encore l'Union soviétique, mais qui allait le devenir.
intégré à la Russie à l'époque. À l'Union, enfin oui, disons que l'Union soviétique, je dis ça de mémoire à nouveau, je n'ai pas mes documents sous les yeux, l'Union soviétique, si je me souviens bien, a été créée en 1922, alors que la révolution russe, la révolution bolchevique, a eu lieu en 1917. Donc il y a eu 4 ou 5 ans pendant lesquels c'était encore une période transitoire, pendant lesquels ce vaste ensemble issu de l'empire des tsars ne s'appelait pas encore Union soviétique. D'accord. Il y a une question que l'on peut se poser. Pourquoi, malgré tout, après la séparation de la Russie et de l'Ukraine, donc après l'éclatement de l'Empire soviétique, pourquoi il est resté cette ambiguïté quoi, entre l'Ukraine, la Russie qui lorgnait sur certains territoires, la Crimée notamment, comme vous l'avez dit, on a connu ça en 2014, Alors, l'Odesse. il y a eu un accord. Lors de l'éclatement de l'Union soviétique, il y a eu un accord entre la Russie et l'Ukraine, et la Biélorussie d'ailleurs. Ils ont formé ce qu'on a appelé la CEI, la Communauté des États indépendants, qui était censée remplacer l'URSS, qui n'était qu'une fiction, parce qu'il faut rappeler les circonstances de l'époque. La Russie était ruinée, était dans une situation économique déplorable. Le premier président de la Russie indépendante était un ivrogne, Boris Yeltsin, un ivrogne faible. Ce n'était pas l'homme fort que l'on a aujourd'hui en la personne de Vladimir Poutine. Et la Russie n'était pas en position aussi forte qu'aujourd'hui vis-à-vis de ses voisins. Donc, dans le cadre de cette CEI, il y a eu des accords bilatéraux entre la Russie et l'Ukraine qui permettent à la Russie de garder leur base navale. Parce que la principale base navale se trouve en mer Noire, dans la ville de Sébastopol. Pour nos auditeurs qui connaissent la France, Sébastopol, c'est le Toulon russe. Et Sébastopol, c'est aussi la plus grande ville de Crimée. Donc, la base de la flotte russe est à Sébastopol, et avec l'éclatement de l'Union soviétique, elle s'est retrouvée en territoire étranger, en Ukraine. Donc, il a fallu, il y a eu des accords. D'ailleurs, la flotte soviétique a d'ailleurs été partagée entre la Russie et l'Ukraine. Bon, la Russie a gardé la part du Lion, mais quelques bâtiments ont été cédés à l'Ukraine. Et l'Ukraine a accepté de laisser les Russes, de laisser aux Russes leur base de Sébastopol. Donc, la base navale russe de Sébastopol est demeurée russe, même si elle était en territoire ukrainien. Et en 2014, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Russie aille de façon musclée à, disons, occuper la Crimée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'Ukraine a voulu… Ce qui s'est passé entre les deux, il y a eu la révolution de la place Maïdan en Ukraine, qui a mis fin à un régime pro-russe et qui a permis l'accession au pouvoir d'une nouvelle élite politique davantage tournée vers l'Europe, voire même vers l'OTAN et vers l'Amérique, que vers Moscou. Et là, naturellement, la Russie, Vladimir Poutine, ont été très inquiets parce qu'ils ont vu que l'Ouest, les Occidentaux, les Américains en premier lieu, ne respectaient pas les engagements qu'ils avaient pris. Lorsque l'Union soviétique a éclaté, les dirigeants occidentaux de l'époque, et en particulier le président américain de l'époque, s'étaient engagés à ne pas intégrer au sein de l'OTAN les pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie, c'est-à-dire de l'alliance militaire de l'Union soviétique, ou ne pas intégrer non plus de républiques issues de l'Union soviétique. Eh bien, cet engagement n'a pas été
respectée, puisque tous les pays de l'Est, ce qu'on appelait les pays de l'Est, c'est-à-dire les pays satellites de l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, ont tous intégré l'Union européenne et l'OTAN. Et pire, et je ne parle même pas de l'Allemagne de l'Est, qui, elle, a été intégrée par l'Allemagne et qui donc fait partie de l'OTAN. Et pire, 3 pays, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui étaient, jusqu'à l'éclatement de l'Union soviétique, des républiques socialistes soviétiques, donc qui faisaient partie intégrante de l'Union soviétique. Ces républiques, non seulement sont devenues indépendantes, mais elles ont, elles aussi, intégré l'Union européenne et l'OTAN. Donc, les Russes, et au premier rang desquels Vladimir Poutine, a eu le sentiment d'être d'abord d'une trahison et ensuite d'un encerclement, en voyant les troupes de l'OTAN, les missiles de l'OTAN, les canons de l'OTAN se rapprocher de ses frontières. Mais à l'époque, il avait encore 2 territoires, comment dirais-je, buffer state en anglais, des États tampons qui le séparaient un petit peu de l'OTAN. C'était la Biélorussie et l'Ukraine. Il y a eu la révolution de Maïdan qui a changé la donne en Ukraine et l'Ukraine a basculé vers l'ouest. Donc, Poutine et les dirigeants russes ont eu peur de voir l'Ukraine intégrer l'OTAN et de voir donc des soldats américains, voire même des missiles en sol ukrainien, sur le territoire ukrainien, à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Alors là, je suis obligé de faire un petit rappel historique. L'affaire des missiles de Cuba en 1962, lorsque l'Union soviétique de l'époque avait tenté d'installer des missiles à Cuba qui, depuis 1959, était devenu un pays allié de l'Union soviétique et soutenu par l'Union soviétique, le Cuba de Fidel Castro. Les Américains l'ont su grâce à des photos satellites et le monde a été à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale, d'une guerre nucléaire, puisque les États-Unis de John Kennedy se sont opposés à la présence de ces missiles, ont exigé que l'Union soviétique les retire et ont établi le blocus de l'île de Cuba, obligeant les navires soviétiques qui venaient apporter de nouveaux missiles à Cuba à faire demi-tour. On a été à 2 doigts d'une nouvelle guerre mondiale. Et puis finalement, il y a eu un accord entre Khrouchtchev et Kennedy. Les soviétiques ont accepté de démanteler leurs missiles de Cuba. Je rappelle que Cuba est situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes de la Floride et que c'était une menace directe. Donc, l'accord secret qui a été conclu à l'époque, c'était que les soviétiques retirent leurs missiles et n'en implantent plus à l'avenir, et que de leur côté, les Américains retirent leurs missiles de Turquie. Parce que rappelons que la Turquie fait partie de l'OTAN et que la Turquie fait frontière avec ce qu'était l'Union soviétique. La République socialiste d'Arménie et la République socialiste d'Azerbaïdjan faisaient partie de l'Union soviétique et donc étaient frontaliers de la Turquie. La présence de missiles américains en Turquie était une menace directe sur l'Union soviétique. Les Américains pensez-vous que les pays occidentaux, l'Union européenne et l'OTAN ont en fait essayé de profiter des faiblesses du moment de la Russie pour s'incruster dans cette région en ne respectant pas, parce qu'ils n'ont pas respecté les accords conclus. Je termine ma phrase. Les Américains n'ont jamais retiré leurs missiles de Turquie. Donc, ils n'ont pas respecté cet accord de 1962. Et ça, les Russes d'aujourd'hui s'en souviennent. Et donc, ils ont voulu éviter que la même chose se reproduise aujourd'hui avec l'Ukraine.
Euh, alors, quand vous dites les Européens, certainement pas. Les Européens, d'abord, ils sont divisés. C'est pas une puissance. Les pays européens qui appartiennent à l'OTAN ont suivi les États-Unis. Ils n'ont pas eu de politique autonome, malheureusement. Malheureusement. Parce qu'effectivement, l'Europe aurait pu proposer des solutions, l'Europe aurait pu trouver des compromis satisfaisant les uns et les autres. Mon grand regret, c'est que l'Europe ne l'ait pas fait et ait suivi les directives venues de Washington. Et effectivement, Washington a tout fait pour attirer l'Ukraine vers l'OTAN. Et les Européens n'étaient pas envisageaient à long terme peut-être, mais envisageaient malgré tout l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors, d'un point de vue russe, c'était tout à fait intolérable. C'était tout à fait intolérable parce que, bon, il faut regarder une carte. C'est dommage qu'on n'ait pas une carte ici à l'écran, mais la frontière nord et la frontière orientale de l'Ukraine, c'est pas loin de Moscou. C'est pas loin de Moscou. Donc, on se retrouvait avec une crise de Cuba inversée. Et donc, c'est dans ce contexte que Poutine a annexé la Crimée en 2014 en disant c'est un territoire historiquement russe, je le récupère. Et l'autre jour, il est passé à l'étape suivante, à savoir déclencher une guerre pour faire tomber, parce que je pense que c'est ça l'objectif qu'il a, c'est faire tomber le régime en place à Kiev, le remplacer par un régime qui soit à la botte de Moscou. Est-ce que vous voyez la carte là? Est-ce que représente selon lui? Est-ce que vous voyez la carte de l'Ukraine? Je ne la vois pas encore. Je ne la vois pas encore. Vous la voyez non, pas je encore? Ne la vois pas. Je ne la vois pas. Ah, ça y est, je la vois. Je la vois. Je la vois. Donc, oui, cette opération consiste à changer le régime à Kiev pour éviter que l'Ukraine n'intègre l'OTAN. C'est ça le but que poursuit Poutine. Alors, est très bien votre carte parce qu'elle montre l'encerclement de l'Ukraine. On ne voit pas tellement Moscou, on voit le nom Moscou au nord, mais on ne voit pas trop la ville de Moscou. Enfin, toujours est-il qu'on voit que ce n'est pas très loin de la frontière ukrainienne. Alors, cette carte, elle montre l'encerclement. Ah voilà, on voit Moscou maintenant, c'est bien, merci. Elle montre l'encerclement de l'Ukraine qui a facilité l'invasion de l'Ukraine de ces derniers jours. Parce que non seulement la Russie est intervenue en Ukraine depuis son territoire, mais elle est aussi intervenue au nord depuis le territoire de la Biélorussie. Rappelez-vous que ces dernières semaines, il y avait de gigantesques manœuvres communes Russie-Biélorussie en territoire biélorusse et que ce sont ces troupes-là qui sont entrées en Ukraine. Rappelons que la Crimée a été annexée et que les troupes ont pu rentrer en Ukraine par le sud, depuis la Crimée. Et rappelons aussi que, et ça c'est les analystes que j'ai pu entendre sur les grandes chaînes de télévision n'en ont pas parlé, que les troupes russes sont aussi présentes à l'ouest de l'Ukraine, dans un petit territoire qui s'appelle la Transnistrie. Alors sur cette carte, vous voyez la Moldavie, n'est-ce pas? La Moldavie, et la Moldavie qui est une ancienne république socialiste soviétique, indépendante depuis 1991, et ce pays parle la même langue que la Roumanie, sauf qu'il est partagé par un fleuve qui est de l'autre côté de ce fleuve. Le fleuve, c'est le pointillé que vous voyez sur cette carte. Et de l'autre côté de ce fleuve, à l'est de ce fleuve, la majorité de la population est russophone. On en revient aux fameux russophones. Et ce territoire qui se trouve à l'est du fleuve a proclamé son indépendance sous le nom de République de Transnistrie, avec le russe comme langue officielle et avec des soldats, des militaires russes sur son territoire.
Cet État de Transnistrie n'est reconnu par personne, même pas par Moscou, mais malgré tout, c'est un satellite de la Russie. Donc vous voyez que là, l'Ukraine est complètement encerclée, au nord, nord-est, à l'est, au sud et au sud-ouest. Et sur votre carte, on voit également la région du Donbass, à côté de la ville de Rostov sur le vous voyez à l'est, ce territoire entoure des pointillés, c'est ce territoire du Donbass qui a fait sécession avec l'aide de la Russie, bien sûr, qui est peuplé de russophones et qui ont proclamé deux républiques, Lubansk et, je cherche le nom de l'autre, deux républiques sécessionnistes soutenues par la Russie. Et Donetsk, voilà, les deux républiques sécessionnistes. Et par rapport à, quand vous regardez cette carte, effectivement, vous voyez que l'Ukraine constitue une sorte d'entrée dans le ventre de la Russie. Si jamais l'Union européenne et l'OTAN venaient à s'installer en Ukraine, hein, on comprend les inquiétudes de la Russie, surtout qu'il y a eu des accords et surtout que ces accords n'ont pas été respectés par les Occidentaux, enfin, je veux dire, les Américains et les Européens. Surtout qu'il y a autre chose que je voudrais ajouter, cher ami. Regardez en haut à gauche de la carte, vous avez la Lituanie. Et au nord de la Lituanie, vous avez les deux autres États baltes, la Lettonie et l'Estonie, qui, eux, font partie de l'OTAN. Et regardez Moscou vis-à-vis de la Lettonie. Hein. Donc déjà, il y a cette menace. La Roumanie fait partie de l'OTAN. Donc, la menace de l'OTAN, elle existe déjà d'un point de vue russe. Alors, si naturellement l'Ukraine devait adhérer à l'OTAN, ce serait encore pire d'un point de vue russe. Maintenant, je persiste à dire que Poutine a fait une grosse erreur en intervenant par la force, parce qu'il semble bien que les Ukrainiens résistent, que les Ukrainiens ne se laissent pas faire, que le sentiment national ukrainien se trouve renforcé par cette attaque inqualifiable, et que aujourd'hui, les Ukrainiens, eh bien, même si ce n'était pas leur souci principal au départ, ils ont fortement envie de rejoindre l'OTAN, effectivement. Donc, si jamais Poutine ne parvient pas à asservir l'Ukraine, il va se retrouver avec un peuple ukrainien qui cherchera à rentrer à l'OTAN le plus vite possible. Et la Russie pose cela comme condition justement de cesser le feu ou de fin de la guerre, tout simplement, parce que si l'OTAN prend possession, c'est le terme que j'utilise, de l'Ukraine, ça veut dire que la Russie risque de perdre l'accès à la mer Noire. Et cela, sur le plan stratégique, ce serait un suicide pour Moscou. Absolument. N'oublions pas qu'au sud de la mer Noire, il y a la Turquie. Et la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc la Russie, telle qu'elle est aujourd'hui, n'a qu'une petite partie du littoral nord de la mer Noire. Et donc, l'un de ses objectifs dans cette opération qui est en cours, c'est de récupérer la région d'Odessa, le grand port d'Odessa, qui est le grand port ukrainien sur la mer. Tout à fait. On va peut-être arrêter le partage et puis ça vous permettra de... Bon, moi, je mets en avant une solution. Est-ce qu'elle est encore réaliste après ce qui s'est passé ces derniers jours? Mais et mon grand regret, c'est que le président Macron, lorsqu'il s'est rendu à Moscou, en fait, il n'avait rien à proposer. Il s'est comporté comme le messager de Washington. Il aurait fallu proposer une solution originale, une solution, si ce n'est française, mais une solution européenne, qui soit différente des exigences de Washington, pour qu'elle puisse être considérée par Moscou. Et cette solution, quelle était cette solution? C'était de
d'appliquer les accords de Minsk. En 2014, il y a eu les accords de Minsk qui prévoyaient un changement structurel de l'État ukrainien qui permette une autonomie importante pour les régions russophones, le fameux Donbass. Or, depuis 2014, ça fait 8 ans, cet accord n'a pas été appliqué. L'Ukraine n'a jamais modifié sa constitution pour permettre une autonomie importante pour le Donbass. Et la situation de ni guerre ni paix s'est figée depuis 2014, avec une partie du Donbass occupée par les sécessionnistes avec l'aide des Russes, et l'autre partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien. On n'a pas du tout avancé sur ce dossier. Et c'est une des raisons de la colère de Poutine, qui considère que le régime de Kiev n'a pas rempli les engagements auxquels il avait souscrit. L'autre partie de la solution que j'aurais souhaité à l'époque très immodestement mettre en avant, c'est une indépendance pour la Crimée. Faire de la Crimée un État indépendant sous la garantie de la Russie et de l'Ukraine, dont l'indépendance serait garantie par la Russie et par l'Ukraine, qui permettrait à Moscou de garder sa base navale de Sébastopol, mais qui serait un État indépendant, qui permettrait à l'Ukraine de continuer à commercer, à avoir des échanges avec la Crimée, et à la Russie de faire de même. J'aurais voulu qu'on applique à la Crimée un statut similaire au statut qui avait été imposé à Chypre en 1960. Chypre, cette île de l'Est de la Méditerranée, est peuplée de citoyens hellénophones, c'est-à-dire parlant grec, c'est la majorité, mais une minorité turcophone. Et les citoyens hellénophones aspiraient à faire partie de la Grèce, et les citoyens turcophones auraient bien voulu faire partie de la Turquie. Et la solution de compromis qui avait été trouvée en 1960 par la Grande-Bretagne, qui était la puissance tutélaire, ça avait été de proclamer une indépendance dont personne ne voulait, une indépendance garantie par la Grande-Bretagne, la Turquie et la Grèce, permettant aux deux communautés de vivre côte à côte. Bon, on sait ce qui s'est passé après. Ça n'a pas été une réussite, puisqu'en 1974, la Turquie a envahi le nord de Chypre et que depuis, l'île de Chypre est partagée. Mais l'idée d'un État indépendant, d'un petit État indépendant, dont l'indépendance est garantie par les puissances voisines, me semblait intéressant pour la Crimée. J'aurais bien vu un État indépendant de Crimée dont l'indépendance aurait été reconnue et garantie par la Russie et par l'Ukraine. Est-ce que la grande erreur des pays occidentaux, États-Unis et Europe, n'a pas été de ne pas accepter que la Russie d'il y a 20 ans n'est plus la même d'aujourd'hui, de Vladimir Poutine? Aujourd'hui, la Mais bien Russie, sûr, ce n'est mais plus bien un pays à sûr. genoux, ni économiquement, ni politiquement, ni diplomatiquement, c'est une grande puissance. Or, on a l'impression que l'Occident veut se comporter à l'égard de la Russie comme une puissance impérialiste qui doit dicter ses lois. Les Russes ont été humiliés en 1990, 1991, 1992 et les années suivantes. La Russie était dans un état de faiblesse extrême. Ses sous-marins nucléaires étaient en train de rouiller dans les bases navales. Le président, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un ivrogne. Le peuple russe avait un sentiment d'humiliation. Poutine a réussi à réorganiser son pays avec tous les excès qu'il a pu commettre, mais il a malgré tout
redonner une certaine fierté au peuple russe. Moi, je suis allé en Russie et c'est vrai que les Russes semblent avoir, grâce à Poutine, retrouvé une certaine fierté nationale qu'ils n'avaient plus. Et donc, effectivement, l'erreur de l'Occident, comme vous l'avez très bien indiqué, c'est de ne pas avoir davantage respecté la Russie. Davantage respecté la Russie. Savez-vous que lorsque Poutine est arrivé au pouvoir à la fin de l'ère Eltsine, eh bien, à l'époque, il était de l'opinion que la Russie devait rentrer à l'OTAN. La Russie devait rentrer à l'OTAN. Et on lui a ri au nez. On lui a ri au nez à l'OTAN. On n'a pas voulu de la Russie. Rappelons quand même ce que c'est que l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance militaire qui a été constituée pour faire face à l'Union soviétique, aux dangers que représentait l'Union soviétique à l'époque. L'Union soviétique, de son côté, avait constitué le pacte de Varsovie, qui était une alliance militaire qui comprenait l'Union soviétique et les pays satellites de l'Europe de l'Est. À la chute du communisme et à la dislocation de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie a été dissous. Alors pourquoi est-ce que l'OTAN n'a pas été dissous à l'époque? Puisque le danger pour lequel elle avait été créée avait disparu. Pourquoi n'a-t-on pas dissous l'OTAN? Ou alors, quitte à garder l'OTAN, il aurait fallu intégrer la Russie. Il aurait fallu intégrer la Russie, c'est-à-dire avaler un éléphant. Et effectivement, les États-Unis étant un mammouth, je pense que les États-Unis ne souhaitaient pas voir un petit éléphant rentrer au sein de l'OTAN. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, sur le plan international, sur le plan de la géopolitique mondiale et notamment africaine, pensez-vous que la guerre d'Ukraine pourra avoir des implications sur le terrain en Afrique, dans le positionnement des uns et des autres? Mais bien sûr, parce que là, Poutine a fait tomber le masque. Je constatais avec effarement depuis quelques mois la rue africaine, pas la rue africaine, disons la rue sahélienne, idéaliser la Russie, en particulier au Mali, mais pas seulement, manifestant dans la rue avec des drapeaux russes. Je pense que la Russie a montré sa vraie couleur en intervenant en Ukraine. Et si les Maliens sont assez lucides pour réfléchir à ce qui s'est passé en Ukraine, je pense qu'ils vont comprendre que l'ami russe, eh bien, il faut malgré tout faire attention avec l'ami russe. Ou au contraire, peut-être qu'ils vont se rapprocher davantage de la Russie. Je ne sais Peut-être un pas, protecteur. mais rappelons quand même que le Mali, qui a eu 2 coups d'État militaires et qui a mis sur pied un régime très hostile à la France, rappelons que ce pays abrite des milliers de soldats français. Et la France a laissé faire à l'époque. Attention, je ne suis pas nostalgique de l'époque coloniale, je ne suis pas du tout un nostalgique de la politique interventionniste de la France en Afrique, mais je pense que si la France l'avait voulu à l'époque, il y a 2 ans, elle aurait pu empêcher le coup d'État, ou elle aurait pu intervenir pour que les militaires rentrent dans les casernes. N'oublions pas que quand la France est intervenue au Mali en 2013, l'armée malienne n'existait plus. L'armée malienne avait beaucoup de généraux, mais aucun soldat pour combattre, qu'ils se sont sauvés devant les djihadistes qui déferlaient sur Bamako. Et que patiemment, la France a essayé de remettre sur pied une armée malienne, et c'est cette même armée malienne qui a renversé le régime
le président élu pour prendre le pouvoir. N'oublions pas qu'avant l'intervention française, le Mali a déjà connu un certain nombre de coups d'État, dont le fameux coup d'État qu'on a appelé le coup d'État le plus stupide de l'histoire, je crois, qui avait eu lieu en... Est-ce que c'était en 2012? Je ne me souviens plus. Enfin, c'est ce coup d'État qui a achevé de désorganiser le Mali et qui a permis aux djihadistes de déferler comme ils l'ont fait et de déferler sur. Et ils ont failli prendre le contrôle du Mali à l'époque. S'il n'y avait C'est le coup pas eu d'État cette contre Toumani intervention. Touré, c'est ça, ATT? Voilà. Donc, l'armée malienne, franchement, c'est pas une armée aguerrie. Hein. On peut parler peut-être de l'armée tchadienne, qui est certainement une armée aguerrie, mais l'armée malienne, elle n'a pas fait ses preuves, loin de là. Et elle était en train de se reconstruire. Elle était en train de se reconstruire avec l'aide de l'armée française. Bon. L'erreur de la France, ça a été de rester. La France aurait mieux fait de se désengager depuis longtemps du Mali. Je pense que quand le président Hollande est intervenu au Sahel, il n'avait pas en tête une intervention qui perdure aussi longtemps. On ne peut pas contrôler une étendue aussi vaste, parce que ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, depuis le Tchad jusqu'à la Mauritanie. On ne peut pas contrôler venir à bout d'une rébellion ou de groupes rebelles djihadistes qui s'éparpillent dans toute cette vaste région. Bon, la menace a été contenue, mais les djihadistes sont encore là. Les terroristes sont encore là. Et là, je vais revenir, tout en parlant, je Avant de pense, à revenir ce à qui la s'est passé. Russie et à l'Ukraine, hein, vous Non, parlez du cas, vous donnez l'exemple j'aimerais du signaler Mali. une chose. Oui, j'aimerais signaler Oui, une chose, c'est que la France n'a pas investi dans le développement d'une industrie militaire produisant des drones et que la France, pour utiliser des drones, a été obligée d'en acheter aux États-Unis. Or, dans le Sahel, les, les drones sont certainement l'arme la plus efficace dans la lutte contre les djihadistes. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu à, à l'ex-Union soviétique, parce que le conflit dont je n'ai pas été témoin, mais je suis allé sur le terrain juste après la fin du conflit, le conflit du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan a gagné, a remporté la victoire grâce aux drones qu'ils avaient acquis auprès de la Turquie et d'Israël. La France n'a pas tiré d'enseignement de cette guerre. Hervé Parce que, Chesville, pour revenir à l'exemple du Mali, vous parlez de la présence des Russes au Mali. La oui, France a très mal accepté cela. En revanche, en ce qui concerne la Centrafrique, la France ne se gêne pas, elle reste là, et présente, alors qu'il y a aussi des Russes. Comment expliquer cette différence d'attitude? je ne l'explique pas. Et je pense que en ce moment, du côté de l'Élysée, c'est certainement un peu la panique depuis l'intervention de Poutine en Ukraine, parce qu'ils sont certainement en train d'analyser ce qui s'est passé et de redéfinir une stratégie africaine en tenant compte de la présence des Russes au Mali et en Centrafrique. Parce que si réellement, hein, Vladimir Poutine a dit hier que les relations avec l'Ouest, avec l'Occident, avaient atteint un point de non-retour, je crois. Si réellement nous sommes dans un état de quasi-guerre avec la Russie, ça ne peut qu'avoir des conséquences pour la France et pour l'Afrique, mais pour la présence de la France en Afrique, en particulier au Mali, en Centrafrique et ailleurs. Donc là, je suppose que, bon, il y a quelques semaines, j'ai fait une petite émission dénonçant le bilan calamiteux de la politique africaine
de Macron en Afrique, je pense qu'effectivement, là, et Poutine n'est pas idiot, hein. Poutine est intervenu juste au moment où la France se trouve en période d'élection présidentielle. C'est très difficile, à quelques semaines d'une élection présidentielle, de changer, de redéfinir une politique. Et puis, si Macron n'était pas réélu, est-ce que son successeur continuera la même politique ou pas? Donc là, il y a une sorte de fenêtre dans laquelle, une fenêtre d'opportunité qui fait que rien ne peut vraiment se faire au niveau de la France, malheureusement, et qu'il va falloir attendre le lendemain des élections pour changer peut-être d'approche, que ce soit Macron ou que ce soit quelqu'un d'autre, pour changer un peu d'approche, tant en Afrique que vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Il y a les élections présidentielles en France, mais il y a aussi et surtout que le président Macron vient d'hériter de la présidence de l'Union européenne. Alors ça, c'est absurde. C'est totalement absurde. Et c'est par orgueil, je dirais, par orgueil, que Macron a accepté ça. Parce qu'il aurait été très facile, parce que ces élections présidentielles, on savait qu'elles auraient lieu à cette date depuis toujours. Depuis son entrée à l'Élysée, il savait très bien que les élections présidentielles auraient lieu à cette date. Et il savait très bien qu'avec le système de rotation tous les 6 mois, la présidence de l'Union européenne incomberait à la France durant le premier semestre 2022. Il aurait été tellement facile de demander à Bruxelles d'intervertir avec le pays qui est censé prendre la présidence en juillet prochain. On aurait pu intervertir pour que la France n'ait pas à présider l'Union européenne pendant cette période électorale. Mais je pense que là, Macron a fait preuve d'orgueil, de beaucoup d'arrogance. Il est persuadé qu'il va être réélu très fort. Donc, il a tenu à utiliser cette présidence européenne afin de renforcer sa stature présidentielle, sa stature internationale, pour, pense-t-il, gagner davantage de voix. C'est un calcul électoraliste. Et ça, c'est dommage, parce que la présidence française de l'Union européenne aurait été certainement plus efficace s'il n'y avait pas eu une élection présidentielle et une élection législative, ne l'oublions pas, au milieu. Il y a une autre chose qui, personnellement, me taraude. Ouais, face à la Russie, qui se trouve maintenant en Ukraine, hein, qui va probablement prendre Kiev avec des difficultés, certainement parce qu'il y a de la résistance. On ne voit que Macron, le président français. De temps en temps, on entend la voix de Joe Biden, de très très loin aux États-Unis, qui ne s'engage pas, qui parle de sanctions. La France aussi parle de sanctions, mais aussi d'engagement militaire, parce qu'ils ont envoyé des hommes et des armes dans certains pays de la région. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre au scénario qui a toujours été celui que les Américains privilégient, laisser faire les autres, ce qu'ils appellent, moi je l'ai entendu cette expression à plusieurs reprises aux États-Unis, ils disaient les petits, les petits. Quand ils disaient les petits, c'était la France, c'était les... ils vont les laisser faire des choses, des erreurs probablement, et à la fin, c'est Washington qui va récolter les points, il va négocier avec la Russie, ils vont s'entendre, et les Européens n'auront que leurs yeux pour pleurer ou pour s'aligner, tout simplement. C'est un scénario qu'il ne faut pas oublier. C'est déjà fait. Avec cette crise ukrainienne, l'Europe a basculé plus que jamais dans l'alignement inconditionnel pro-américain. Et ça, je le déplore. Moi, à titre personnel, je souhaiterais que la France ait une politique plus indépendante vis-à-vis de Washington. Les intérêts des États-Unis ne sont pas les mêmes que les intérêts des Européens. La Russie
est notre voisine. La Russie dispose de toutes les matières premières dont l'Europe a besoin. Notre partenaire économique naturel, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie. Et vraiment, je déplore cette situation. Je déplore cette situation parce que l'Europe a tout à perdre dans cette affaire. Et effectivement, l'Europe suit les États-Unis, l'Europe impose des sanctions, et le résultat de tout ça, ça va être donc que l'Europe va être à nouveau complètement vassalisée par Washington et que la Russie va renforcer ses liens avec la Chine. Et donc, on va se retrouver face à une alliance de ces deux superpuissances que sont la Russie et la Chine. Et ça, c'est une erreur fondamentale de M. Biden. Il a poussé Poutine dans les bras de Xi Jinping et on ne peut que le déplorer. C'est une alliance, certains diront naturelle, entre la Russie et la Chine au moment où la guerre froide revient, au moment où Mais oui, l'Europe est de nouveau entre les bras de Washington de façon presque mais vassalisée. C'est normal que la Chine et la Russie se mettent ensemble aussi. bien sûr, mais je dis tout à l'heure que le partenaire économique naturel de l'Europe, c'est la Russie, et je pourrais ajouter que le partenaire économique naturel de la Russie, c'est l'Europe. Donc, il eût mieux valu que les deux puissent s'entendre. Mais ça, naturellement, Washington ne voulait pas en entendre parler. Donc, Washington a tout fait pour empêcher que ça arrive. Et Biden a fait une erreur fondamentale en ciblant Poutine dès son entrée à la Maison-Blanche. Je pense que le danger le plus grand d'un point de vue américain, ce n'est pas Poutine. Le danger le plus grand, c'est la Chine de Xi Jinping. Et là, en poussant Poutine dans les bras de Xi Jinping, il n'a fait que renforcer l'ennemi véritable des États-Unis, qu'est la Chine. Et encore, hein, ennemis, pourquoi ils ne seraient pas des amis d'ailleurs? Pourquoi ils recherchent toujours la guerre et le conflit? C'est ça aussi. Si nous voulons une diplomatie mondiale qui fonctionne bien, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, notamment dans le domaine économique, mais pourquoi ces deux pays ne seraient pas des pays amis? Pourquoi l'Union européenne ne serait pas un allié de la Russie? Pourquoi? Parce que finalement, quand vous regardez ce matin, je regardais la télévision et ils ont montré la dépendance, le niveau de dépendance des pays européens à l'égard de la Russie en termes de fourniture de gaz et d'autres. Eh bien, c'est effarant quand même. C'est L'Allemagne, effarant. prenons le cas de l'Allemagne. Prenons le cas de l'Allemagne. 49%. L'Allemagne, qui a fermé ses centrales nucléaires, se retrouve complètement dépendante de la Russie pour le gaz. Pour Ou alors, 49%. voilà. Ou alors, il faut utiliser le charbon, ce qu'ils font également. Et là, on entre en contradiction avec la politique de réduction des émissions enfin pour le réchauffement climatique et pour comment dirais-je, les émissions carbone, on ne peut plus utiliser le charbon. Or, l'Allemagne utilise le charbon depuis la fermeture des centrales nucléaires. Donc l'Allemagne est complètement dépendante de la Russie, bien plus que la France, qui, elle, a encore une certaine indépendance grâce aux centrales nucléaires. Tout à fait, mais tout de même, on parle là pour la France de 22% de C'est vrai. dépendance. C'est Mais énorme. Le cinquième la France, la France a des alternatives que n'a pas l'Allemagne. Tout à fait. La France a un voisin, c'est malgré tout un voisin, ne Au sud, l'oublions pas, qui s'appelle l'Algérie. tout à fait. L'Algérie, oui. Et l'Algérie produit du gaz également. Donc la France, je pense, peut jouer sur les deux tableaux et éviter de sombrer complètement dans la dépendance vis-à-vis de la Russie. Sauf qu'en cas d'aggravation de ce conflit, on ne sait pas où peut pencher le cœur de l'Algérie. Ah oui? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On ne sait pas. Hein. Peut-être que l'Algérie peut se mettre dans le camp russe
Et donc, sur le Bah, plan, je pense malgré tout que, aussi critiquables soient les dirigeants de tous ces pays, Russie, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Algérie, je pense malgré tout que ces dirigeants ne sont pas complètement fous, enfin du moins je l'espère, et qu'ils agissent en fonction de leurs intérêts. Et effectivement, je pense que l'intérêt de l'Algérie, je pense, c'est d'avoir des échanges économiques avec les voisins du Nord, Italie, France, Espagne, qui sont juste à côté, plutôt que de tout miser sur un voisin, pas un pays qui n'est même pas un voisin, dire un pays lointain d'un point de vue algérien, la Russie. Euh, c'est facile de commercer avec la rive nord de la Méditerranée, c'est un peu plus compliqué. Rappelez-vous Cuba qui échangeait des moissonneuses-batteuses contre du sucre à l'époque de l'Union soviétique. Hein. Euh, et rappelez-vous ce qui s'est passé à Cuba quand l'Union soviétique a cessé d'être un partenaire économique pour Cuba. Ça a été la catastrophe économique. Bon, ça prouve bien qu'on ne peut pas avoir une politique solide, une politique économique solide à long terme en misant sur un pays lointain. Le là, il y Cuba l'a aura compris. peut-être besoin aussi de pression en interne hein, pour chaque pays. En Russie, par exemple, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a des manifestations contre la guerre. Mais oui, En France, moi, alors c'est peut-être que si on pouvait terminer sur une note optimiste, moi j'ai le plus grand respect pour le peuple russe et je suis persuadé que Poutine ne représente pas toute la Russie. Il y a des gens lucides en Russie, il y a une intelligentsia en Russie, il y a une société civile active en Russie, même si Poutine a cherché un peu à la bâillonner. Donc, et Poutine, bon, il n'est pas très vieux, mais on dit qu'il est en bonne santé. Donc Poutine n'est pas éternel. Comme je dis toujours que Kagame n'est pas éternel, Poutine n'est pas éternel non plus. Et j'ose espérer qu'il y aura une relève en Russie qui permettra de revenir à des relations mutuellement constructive entre l'Europe la Russie, qui a toujours été notre voisin et qui n'aurait jamais dû cesser d'être un partenaire. écoutez, c'est une bonne conclusion, très, très positive et très constructive, effectivement. Il faut peut-être ajouter un autre souhait, c'est que dans nos pays occidentaux aussi, que les dirigeants affichent un peu plus de respect à l'égard de la Russie et de ses dirigeants, et qu'ils respectent surtout leurs engagements, parce qu'on ne nous le dit pas souvent, aussi bien sur les chaînes de télévision que dans les journaux, on ne nous dit pas que la Russie a été frustrée du fait que les engagements pris par ses partenaires occidentaux n'ont pas été respectés. Il faut absolument que l'opinion publique dans nos pays, en Oui, France et ailleurs, rappelle cela aux dirigeants aussi, qu'on respecte la Russie et qu'on aille vers la paix et pas vers la guerre. vous avez entièrement raison. Malheureusement, l'acte posé par Poutine ces derniers jours fait qu'il va devenir très compliqué de respecter cette personne, de respecter ce dirigeant. Je ne sais pas comment on va pouvoir à nouveau accepter de discuter paisiblement avec quelqu'un qui n'a pas hésité à envoyer ses chars et à tirer des missiles sur un peuple voisin. Euh, là, Poutine est peut-être tombé dans un piège d'ailleurs que lui tendait Washington, parce que Poutine n'est plus quelqu'un de fréquentable aujourd'hui. Il l'était encore il y a quelques jours, il ne l'est plus, pour le moment en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour cette analyse, Hervé Chesville. Et nous allons continuer à observer, à analyser et surtout à prier pour que les bombes ne nous tombent pas sur la tête. Est-ce que vous me permettez un dernier mot? Bien sûr, vous êtes chez vous. Merci. Je voudrais exprimer une inquiétude. C'est quelque chose dont
peu d'analystes ont parlé dans les grands médias. Je crains beaucoup que Xi Jinping saisisse cette opportunité en or pour lancer l'invasion de Taïwan. Parce que là, il a vu, Xi Jinping, là je me place d'un point de vue chinois, il a vu que les Américains ont laissé tomber leur allié afghan dans les conditions que l'on sait l'été dernier. Il a entendu encore l'autre jour Joseph Biden assurer que les États-Unis n'enverraient pas un seul soldat en Ukraine. Donc, il a vu ce que vaut le soutien américain. Et Xi Jinping a certainement compris que si le soutien américain ne vaut rien pour les dirigeants afghans ou pour les dirigeants ukrainiens, eh bien sans doute ne vaut-il rien également pour le gouvernement de Taïwan. Et donc, l'occasion n'a jamais été aussi belle pour Pékin de faire ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire tôt ou tard, à savoir lancer une opération pour ramener Taïwan dans le giron de Pékin. Donc c'est ça ma grande inquiétude, parce que si Xi Jinping fait ça, on risque effectivement de se diriger vers un conflit à l'échelle mondiale, avec l'Ukraine d'un côté, Taïwan de l'autre. Eh bien, prions, encore une fois, je le dis, pour que cela n'arrive pas, parce que Taïwan, c'est à côté de nous, hein, c'est en face de la Chine est à côté de nous, le monde est devenu si petit. Prions pour que, quand je dis prier, ce n'est pas une prière religieuse, c'est tout faire, nous investir dans les analyses, nous investir dans la prière même pour ceux qui prient, pour que la paix règne dans le monde. Et une fois encore, Absolument. merci pour cette belle émission que vous nous avez Merci à partagée. vous. Malgré les circonstances dramatiques, ça a été un plaisir de vous retrouver. Eh bien, peut-être à très bientôt pour la poursuite de notre objectif commun. C'est celui d'expliquer à nos auditeurs ce qui se passe dans le monde, apporter notre analyse et peut-être les enrichir de quelque chose. Eh bien, au nom de nos auditeurs, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, cher ami. À bientôt. À bientôt.